Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Donc, Capucine, de ton vrai prénom, le Capucine. Donc, le public et nous-mêmes t'avons découvert en 2019 lorsque tu as participé à la saison 14 de La France a un incroyable talent. Ah oui, si c'est une question, la réponse est oui. Est-ce que tu pensais à ce moment-là que la victoire dans cette émission t'apporterait le succès et la carrière que tu as maintenant depuis 2019? Dans mes fantasmes, oui, mais la question était plutôt est-ce que j'allais gagner. Ça, j'en étais pas sûre du tout. Je me doutais bien que gagner, ça a donné une chouette exposition et qu'il fallait... le jeu, c'est pas de réussir à percer, c'est de continuer. Et donc ça, c'est sûr que de gagner, je m'y attendais pas. Et après, il a fallu répondre aux différentes attentes qu'il y avait, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'une fois que tu gagnes, bon, oui, ça t'ouvre un public. Ça donne une visibilité. Mais après, faut faire ses preuves. Voilà, c'est pas comme la Nouvelle Star ou la Starac où on a des contrats après. C'est juste, on a la visibilité, de l'argent, et après il faut faire son propre chemin. Alors après, moi, il y a eu le Covid aussi qui finalement a été bénéfique quand même dans un sens pour moi, parce que du coup j'ai pu continuer à faire ce que je faisais sur les réseaux sociaux, et donc l'exposition d'Incroyable Talent plus l'enfermement des gens, ça a fait que voilà, ça a planté plein de graines et qui donne la suite qu'il y a eu jusqu'ici, quoi. Et puis écrire tes spectacles aussi, ou en tout cas ton premier spectacle. Voilà. À quel âge t'as commencé à faire de la ventriloquie? J'ai commencé à 14 ans. Un peu par hasard, mais ça fait c'est que 4 ans plus tard que j'ai commencé à vraiment en faire de façon sérieuse. Pendant, on va dire, 4 ans, c'était un laboratoire un peu secret, parce qu'à 14 ans, c'est l'âge de l'émancipation, et faire parler des peluches, c'était pas ce qui me semblait être le meilleur truc à faire ado. Et puis après, je me suis lancée sur Internet, et donc du coup, ça fait depuis mes 18 ans que je fais ça de façon complètement quotidienne. Mais à 14 ans, c'est parce que t'as découvert la ventriloquie à la télé, peut-être, ou dans les spectacles? Pas du tout, c'est une discipline qui m'a jamais attirée. Toi, t'as vu même encore aujourd'hui, j'ai un rapport très paradoxal et conflictuel avec cette discipline. D'accord. Et j'ai découvert par hasard que je pouvais faire ça. Par contre, les marionnettes, j'ai toujours adoré, la voix, j'ai toujours adoré. Voilà, les Pokémon, les dessins animés, les BD, enfin tout ça, je trouve que la ventriloquie, c'est au carrefour de plein d'autres disciplines. Et donc, évidemment, j'adore faire ce que je fais. Mais t'as découvert, c'est un don quand même. Il faut. Ça, je sais pas. Je sais pas, parce que j'ai jamais pu discuter avec d'autres ventriloques, parce que on est vraiment pas beaucoup. C'est vrai. Donc déjà, se croiser relève du mirage. Et après, on n'a pas pu trop en discuter. Mais moi, je viens de l'opéra, du chant lyrique. J'ai fait beaucoup de flûte traversière. Donc tout ça, c'est un rapport avec la voix, l'endurance vocale, le souffle. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui sont très liées. Et donc, si ça se trouve, toutes les chanteuses lyriques sont des ventriloques qui s'ignorent. Oui, en tout cas, de toute façon, t'as baigné dans le milieu artistique depuis toute petite. Donc, voilà. Donc pas l'humour, c'est quand même, c'est des milieux qui sont cousins, mais mes parents, ils sont musiciens classiques. Et du coup, j'ai été beaucoup dans leurs tournées, dans leurs spectacles, etc. Donc c'est vrai que ça me paraît pas du tout être particulièrement un chemin de vie original de continuer à faire de la tournée, quoi. Ouais. Être dans des bureaux, les open space et tout ça, ça me paraît vraiment très très exotique. J'imagine que pour un artiste, c'est compliqué. Donc à 14 ans, quand t'as commencé avec les peluches, à les faire parler, est-ce que t'avais déjà envie d'en faire ton métier, ou est-ce que c'est après, plus tard, où tu te dis pourquoi pas? Moi, je voulais être actrice comédienne. Et j'avais ça à côté, mais j'ai toujours eu 3 milliards de passions. Voilà, là, il y a ma chienne, par exemple, qui est avec vous. J'ai toujours été passionnée par l'éducation des chiens, les chevaux, le dessin, la musique. Enfin, j'ai toujours eu 1000 trucs, dont la ventriloquie. Sauf que de tout ce que je faisais, c'est peut-être la discipline la moins courante. Donc, du coup, elle a aussi... Surtout pour une femme? Surtout pour une femme. Ouais. Et surtout sur Internet à l'époque, parce que faut se remettre en contexte. Il y a 10 ans, vraiment, le support Internet était pas autant démocratisé encore qu'aujourd'hui, avec des petites vidéos, des petites stories et machin. Et donc voilà, mais ça, en fait, il y a eu une demande tellement forte que j'ai toujours suivi la demande, j'ai jamais anticipé rien, tout allait très vite. Et en fait, c'est génial, parce que c'est un luxe formidable. Alors après, il y a d'autres enjeux, parce qu'il y a de la pression, parce qu'on est attendu, mais moi, je trouve ça formidable.
Si les gens ont envie, c'est que ça va peut-être bien se passer. En plus, c'est surprenant parce que je sais pas si tu es la seule femme à faire de la ventriloquie. Est-ce qu'il y en a d'autres? En tout cas, alors, à l'époque où j'ai commencé, il y avait vraiment pas de filles. Oui, c'est ça. Maintenant, en fait, maintenant, ça fait quand même presque 10 ans que je fais ça, et en 10 ans, on a vu plutôt du côté des États-Unis quelques femmes émerger, et c'est super parce que c'était un monde de moustachus. Donc non, c'est super. Alors, est-ce que tu peux, il est pas là, mais est-ce que tu peux nous présenter ta marionnette Elliot? Alors, présenter une marionnette à la radio, on a connu plus pertinent comme exercice, mais je vais essayer. Peut-être présenter votre rencontre, peut-être. Voilà, Elliot, donc c'est ma marionnette, mon bras droit, mon annexe de moi, il est de couleur verte, et il est très spontané, sans filtre, mais qui a vraiment un bon fond. Mais comme il est sans filtre, c'est un peu comme les enfants, où parfois il peut dire des trucs un peu trop bruts. Mais et donc dans nos échanges, c'est souvent, ça parle beaucoup de l'intime, de choses profondes, et il y a toujours ce truc entre la violence, douceur, parce que on s'aime vraiment très fort, mais c'est comme les frères et sœurs, les meilleurs amis. C'est chamaille. Même pas chamaille, mais du coup, vu qu'on s'aime d'un amour inconditionnel, on s'affranchit de beaucoup de tact. Et donc, le spectacle que je vais faire là tout à l'heure illustre vraiment ce rapport. Quand on est très proche des gens, on n'est pas souvent très mondain dans les échanges. Voilà. Donc c'est un petit dragon. Voilà. Et comment tu l'as rencontré? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait par plusieurs étapes. Au début, quand j'ai commencé, j'avais plusieurs marionnettes. J'avais plusieurs personnages. Et quand j'ai commencé les vidéos, c'est vrai que dès que c'était Elliot, du point de vue du public, je voyais qu'il y avait vraiment quelque chose, quoi. C'était de mes personnages le plus universel. Et les gens réclamaient vraiment Elliot. Ils reprenaient ses petites phrases et tout. Et donc, très vite, je me suis dit, allez, les autres au placard, et Elliot s'est imposé en toute démocratie comme seul et unique personnage de ma vie. Et le restera, je pense. Et après, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, c'était vraiment une petite marionnette que j'ai achetée dans un commerce quelconque. Sauf que, pour se produire avec une marionnette, il faut les droits, il faut qu'elle soit à soi, il faut qu'elle soit grande. À l'époque, c'était vraiment comme un... Là, moi, je déteste quand on dit Elliot est un jouet. Là, ce n'est pas un jouet, mais à l'époque, presque. Ouais, et donc, on a dû le faire agrandir. Et donc, j'ai rencontré mon marionnettiste, qui aujourd'hui est un pilier fondamental dans tout ce que je fais. Et donc, on s'est rencontrés et j'ai dessiné Elliot. On l'a créé ensemble. Ça a été des mois et des mois et des mois de création. C'était super. Et donc, Elliot est passé par une petite chirurgie esthétique et désormais... il est plaisir des yeux. Mais il est toujours vert. Il est toujours vert. Alors, on est parti, vraiment, il y a la couleur qui est restée la même, mais après, il fait la moitié de mon corps, donc il est quand même grand. Au niveau de la ventriloquie, c'est dur à dire. Est-ce que tu te perfectionnes tous les jours? Est-ce que tu prends encore des cours, peut-être? Alors, les cours, ça n'existe pas. Enfin, je crois pas. Non. Enfin, il y a quelques DVD qui existent, mais en fait, c'est de la promo cachée. Il te dit juste, il y a des tutos. Moi, je me souviens, j'avais acheté un DVD pour voir et il disait juste, en gros, allez sur les brocantes, vous trouverez des vêtements à mettre à vos marionnettes. J'étais bon. Ah, d'accord. Mais moi, la technique, je l'ai pas apprise, en fait. Pas bouger les lèvres, ça, je l'ai eu du premier coup. Mais par contre, je trouve que ce qui s'apprend vraiment, c'est être marionnettiste, la manipulation de la marionnette. Assouplir un poignet, c'est comme l'archet du violon, quoi. Ça se fait pas tout de suite. Et c'est surtout cette désynchronisation entre... Moi, quand j'ai Elliot, je réfléchis plus. Et d'ailleurs, c'est bien le problème, parce que... Enfin, c'est pour ça que je peux faire autant d'impro, c'est qu'il y a une part de moi qui s'oublie complètement, et toute la spontanéité, et dans les gestes, et dans la pensée... Quand c'est Elliot, c'est vraiment séparé. En fait, ouais. Je suis toujours très présente, mais vraiment ça scinde en deux, et ça demande beaucoup d'entraînement. Oui, ça se travaille, ça. C'est comme quand on apprend un instrument, au début on réfléchit à où est-ce qu'on pose les doigts, et ça prend le pas sur l'interprétation, et après au bout de plusieurs années de pratique, on n'est plus en train de réfléchir qu'il faut 3 doigts pour faire un ré, quoi. Quelles sont les réactions en public, quand tu fais des spectacles, les plus mémorables que tu as eues de ton public? Du coup, souvent les plus mémorables, c'est les plus atypiques, parce que là on en est à plus de 250 dates, donc forcément on en a plein des anecdotes. D'ailleurs, je fais une BD sur ça pour pas oublier, parce qu'il y a des sketchs dans les sketchs, quoi. Mais je sais pas si j'ai un truc précis à raconter, mais c'est vrai que après les spectacles, nous on fait toujours des dédicaces.
Et c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable de voir à quel point c'est une discipline, en tout cas, qui est vraiment universelle, quoi. Ça rassemble tous les âges, tous les genres, toutes les générations, tous les milieux. Et ça, je trouve ça super. De voir qu'il y a autant de gens, il y a plein de gens qui franchissent les portes d'un théâtre à 50 ans pour la première fois, et des agrégés de philo qui sont ravis de voir une matérialisation du surmoi. Enfin, et ça, c'est vraiment pour ça que je fais du théâtre à la base, c'est que je trouve que c'est un endroit qui rassemble vraiment les gens. Et le pari est... Parce que j'aurais pu avoir des déceptions par rapport à ça. Et en fait, non, je suis très contente. Je suis très contente de voir que ça rassemble les gens. Oui. En général, l'art du spectacle rassemble plutôt les gens. Bah après, il y a des artistes plus ou moins clivants, par exemple. Et oui, ça rassemble les gens, mais comment dire, ce que j'aime avec la ventriloquie, c'est que j'ai l'impression que ça touche vraiment tout le monde. Et quand on demande aux gens autour de soi, est-ce qu'il y a une marionnette qui t'a marqué, je trouve ça fou comme chaque génération va dire sa marionnette. Enfin, moi, ma mère, par exemple, elle est de la génération Casimir, et on peut demander à toutes les femmes, d'une cinquantaine d'années, ils vont parler de Casimir avec vachement de... Et ça, je trouve ça, ça réveille quelque chose, même si c'est pas toujours pour enfants, ça touche quelque chose de très profond. C'est un vecteur d'émotion énorme, ça c'est clair. Est-ce que tu as des sources d'inspiration de la ventriloquie? Est-ce qu'il y a des artistes, alors il y en a très peu, on l'a dit, surtout des hommes, mais est-ce qu'il y en a qui t'ont quand même inspiré Alors j'ai volontairement assez peu regardé pendant très longtemps les autres ventriloques. Je sais que ce qui m'inspire plutôt, moi, c'est l'univers clown, la BD, même marionnette. Enfin, tous ces trucs un peu en décalage avec la réalité que je trouve super. Et le clown, c'est une discipline qui, en fait, c'est pas que... parce que le grand public a souvent l'image du clown comme le grand truc dans les cirques avec les grandes chaussures et tout. Mais c'est souvent des univers qui sont très poétiques, très barrés. Et ça m'a beaucoup inspiré. Il y a beaucoup de clowns qui m'ont donné envie de faire ce métier. Ouais. Et la BD aussi. Oui, tu parlais de la BD. Tu fais une BD, c'est ça? Bah alors, je sais pas si elle verra le jour un jour, parce que en tout cas là, ce qui me motive, c'est que je le fais pour moi. Peut-être qu'un jour ça paraîtra, mais je le fais dans l'optique de pas oublier. D'accord. Voilà, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a 3 milliards d'anecdotes qui se passent avant le spectacle, pendant, après, sur la route, entre nous, avec mon équipe, avec la chienne. Enfin, puis c'est des vies qui sont très projetées. Il y a beaucoup de mythes et légendes, et ça me fait rire de beaucoup casser des choses qu'on aime bien sublimer. Voilà. D'accord. Est-ce que t'as d'autres passions? Alors, t'es d'un milieu artistique, donc tu l'as dit, beaucoup la musique. Mais est-ce que t'as quand même d'autres passions? Et si oui, lesquelles? C'est un grand problème dans ma vie. Oh là, alors tout sauf la cuisine, vraiment, je déteste cuisiner, c'est un grand problème. Mais oui, j'ai trop de passions, c'est presque pathologique. Il y a des passions qui restent, comme la musique, les chevaux, éduquer des chiens. Ça, c'est l'aquarelle, c'est des passions que j'ai depuis vraiment longtemps. Et puis il y a des passions qui sont passagères, la musique celtique, l'énologie, les timbres. Donc, tu te lasses, c'est ça? Non, mais c'est que beaucoup de choses m'intéressent et me nourrissent au quotidien. Et d'ailleurs dans mon spectacle, en fait, pareil, c'est le croisement de plein de disciplines différentes. Au moment où j'ai écrit le spectacle, j'étais passionnée par le beatbox, alors j'en ai mis dans le spectacle. Voilà. Mais rien n'est utile. C'est-à-dire, tout ce qui est cuisine, lire une carte, ça, les trucs pratiques de la vie de tous les jours, ça, j'ai pas beaucoup. Donc voilà, je sais. Ouais, mais ça t'enrichit. Voilà. De toute façon, même si ça dure pas, c'est enrichissant. Voilà. Ça reste. Je peux vous parler d'opéra allemand, mais je ne peux pas vous indiquer votre chemin. Si tu pouvais avoir un don ou un super pouvoir pendant une petite semaine, ce serait quoi? De faire parler les animaux. Ok. Voilà. Et pourquoi? Parce que t'as envie de savoir ce qu'ils pensent ou... Non, pour savoir qu'est-ce qu'ils auraient comme voix, qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils sont si intelligents que ça. C'est toujours ce truc des petits personnages de la voix, quoi. Puis ils viendraient sur scène avec moi, du coup. Mais t'as pas pensé à, par exemple, avec ta chienne, de... lui mettre un bras et en faire une marionnette? Non, mais comme tu éduques les chiens, de l'éduquer à bouger, mettons, les... Il y a ça, pour le coup, il y a un ventriloque qui l'a fait, qui s'appelle, pardonnez-moi, j'ai plus le nom.
bon, ça me reviendra, un ventriloque qui a sa petite chienne, un petit bichon maltais, je vais pas révéler, mais il peut lui faire ouvrir la bouche par un stratagème. C'est ça, Voilà, c'est très très drôle. Ça, c'est génial. Il est anglais, ce monsieur, je crois. Ben ouais, je te vois bien faire ça, du coup. Il veut que je te fasse ça, ma chienne, moi. Ben oui. J'ai 2 chevaux, alors on peut faire avec des chevaux comme ça, c'est encore différent. Ouais, mais alors, dans une salle, ça prend de la place. Surtout qu'il y en a un, c'est à cheval de trait, donc ça va être compliqué. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu as un péché mignon? C'est plein. Je suis monstrueusement impatiente. J'ai une capacité de concentration d'un poisson rouge. Voilà. Et je ne peux pas faire un plat sans pleurer. Car je mets trop de cœur dedans, et dès que... C'est vrai? Voilà. T'es émotive à ce point-là? Ah oui. Bah, c'est-à-dire que si je renverse le truc que je viens de faire pendant une demi-heure, mais c'est la catastrophe. Voilà. Donc c'est pour ça que je cuisine pas, parce que je mets trop de cœur dedans, et du coup, quand c'est pas bon, que ça se passe pas bien, ou qu'un enfant râle parce que c'est des légumes, ça me touche trop. Voilà. Et enfin, dernière question. Bah justement, quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, mais que t'aimerais bien qu'on te pose? Lequel des deux est le plus un personnage? Entre toi et Elliot? Les gens seraient très surpris. Enfin, mes proches rigolent beaucoup du fait que tout le monde s'imagine que Capucine est plutôt la sage, la tempérée du duo, alors qu'en fait, j'ai absolument transféré tout sur Elliot, et lui, c'est très accepté, très accepté. Voilà, dans l'enveloppe d'Elliot, c'est très marrant, alors qu'en fait, c'est juste des défauts terribles de ma part, et que moi, je me suis beaucoup lissée pour que Elliot apparaisse. Et ça, les gens s'en doutent pas trop. Bah, merci Capucine. Bah, merci à vous. À très bientôt, et merci encore. Merci.